Yaorana et bienvenue dans Manava. La sculpture, un art qui ne laisse pas indifférent. En Polynésie, bon nombre d'artistes s'y essayent avec talent et nous montrent leur créativité. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Hihiro Vaitoare, enseignante en sculpture au Centre des métiers d'art, le CMA, et artiste. Yaorana Hihiro. Yorana. Teva Victor, artiste sculpteur et originaire de Bora Bora. Yaorana Teva. Yorana. Et Esmeralda Fournier, artiste sculptrice marquisienne. Yaorana Esmeralda. Ka Ohanui. Janice Yaorana, Yorana Stéphane. qu'est-ce que la sculpture? Eh bien, la sculpture est une activité artistique qui consiste à créer des formes en volume, en relief, soit par la taille directe, soit par la soudure ou assemblage. Le mot sculpture vient du latin sculpere, qui signifie tailler ou enlever des morceaux à une pierre, ce qui illustre justement l'importance donnée à la taille de la pierre de la civilisation romaine, tout comme dans la société polynésienne pré-européenne. En effet, la pierre servait à couper, à trancher et tailler. Elle permettait aussi bien le travail du bois que de la pierre. De cette époque, on retrouve de nombreux objets taillés et sculptés finement pour représenter des divinités comme des boîtes en bois, des tabourets sculptés, des sceptres de bois et d'os ou encore des statues que l'on appelle ti'i aux îles Soulevant et tiki aux îles Marquises. Avec l'arrivée des Européens, les outils en métal utilisés en sculpture vont amener de nouvelles techniques et améliorer la finesse dans la gravure. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les objets sculptés servent souvent dans les échanges rituels entre les chefs de tribu. L'influence des missionnaires met un frein à la pratique de la culture polynésienne. Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, avec l'arrivée du CEP et de l'aéroport international, que l'artisanat est développé massivement pour proposer aux touristes étrangers des objets de type curios. Cette période marque une réappropriation de leur culture par les Polynésiens et la sculpture en fait partie. Les îles Marquises principalement se sont spécialisées dans ce monde artistique. Esmeralda, la première question est pour toi. À quel âge as-tu commencé et surtout qu'est-ce qui t'a attiré vers cet art en particulier? Alors, je crois que c'était depuis toujours. C'est resté, on va dire, enfui. C'est un appel comme ça, c'est venu au jour au lendemain, cette passion pour le bois, former les bois, travailler le bois. À quel âge, je ne pourrais pas te dire vraiment à quel âge, puisque ça a été, c'est dans notre sang, on va dire, la sculpture. Tu me Voilà. disais que tu étais coéquipier avec ton mari, c'est ça? C'est ça, Tu l'assistais beaucoup. beaucoup, jusqu'à maintenant. Voilà. On transmet beaucoup aussi. Quelle essence de bois tu vas utiliser? Tu as des bois de prédilection que tu aimes travailler? Je travaille souvent le miro, le bois de rose, le tau, l'ébène d'air, puisque nous n'avons pas le l'ébène noir ici. Voilà. Teva, à l'origine, toi, tu as commencé à sculpter sur le bois, Ouais. c'est ça, hein? Et ensuite tu es passé sur la pierre. En fait, dès le plus jeune âge, j'ai toujours dessiné. J'ai grandi sur un moto à Bora. Donc, du coup, beaucoup de nature autour de moi, un environnement tout à fait naturel, mais en même temps très livré à moi-même. Et donc, avec cela, il fallait que je m'occupe tout seul, quelque part. J'avais pas vraiment... les copains, ils étaient ou sur le moto d'en face ou à terre. Et donc, je suis assez rapidement venu dans des activités manuelles, que ce soit créer mes propres jouets, mes propres costumes, et du coup sculpter. Donc j'ai commencé évidemment sur le bois parce qu'il y a des cocotiers partout, parce qu'il y a il y a des possibilités de la matière première qui permet de vraiment mettre en volume. Et donc à 18 ans, j'ai un ami de la famille qui est venu et qui a commencé à sculpter un tiki. Et il m'a donné une gouge et un maillet. Il m'a demandé de l'aider. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Avant d'arriver à la pierre en 2001, beaucoup plus tard. Mais tu t'es d'abord fait la main sur le bois, Voilà, tu as pris le geste. c'est ça. Le bois étant malgré tout, la pierre étant beaucoup plus difficile. C'est vraiment un combat. Le travail avec la pierre, c'est un combat, mais aussi une harmonie qu'il faut essayer de trouver. Chaque pierre est un peu différente. Donc, alors qu'avec le bois, c'est toujours linéaire. Les fibres Tu vas dans du le sens de bois. la fibre et puis tu vas t'adapter. Exactement. Le sens de la fibre est toujours linéaire, va toujours dans le même sens.
Et donc c'est très intéressant et ça permet d'apprendre énormément et c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Travailler un peu la régularité du geste et ainsi de suite. Et... Comprendre le sens de la gouge, le sens des veines, le sens, qu'est-ce qui va bloquer, qu'est-ce qui va sauter. Parce qu'on peut évidemment faire sauter des éléments. Et tout ça a été utile pour ensuite le mettre en pratique et en usage par rapport à la pierre. Après, je suis arrivé à la pierre parce que, en fait, le bois, tout ce que j'ai sculpté pendant 15 ans était à l'extérieur, à même la pluie, à même les intempéries, et donc pourrissait avec le temps. Et donc c'est pour ça que je me suis mis à la pierre, parce que là, au moins, je n'ai pas à m'en Le temps inquiéter. glisse dessus, justement. Voilà. Hihiro, intéressant déjà comme démarche, ça ferait une bonne introduction pour les élèves. Tes élèves savent en arrivant quelle matière ils veulent travailler déjà ? Ils savent, mais je tiens un atelier sculpture sur bois, donc on va aller beaucoup sur le bois. Après, je vais apporter une méthode qu'ils pourront appliquer parfois sur la pierre. C'est un peu la même méthode, mais ce sont les outils qui vont changer. Et surtout, c'était d'emmener pour la première année des bases techniques. Donc, on va faire des reproductions très traditionnelles. On va survoler tous les archipels de la Polynésie parce qu'autant il y a disons les un sculptures, style aux voilà. Marquises, il va y avoir un style différent au Tuamotu, et ainsi de suite voilà. aux Australes. Il faudrait qu'en fait, ils vont s'enrichir d'objets, de patrimoine, de textes, de tout ça pour, en deuxième année, proposer des sculptures plus contemporaines. Ça pourrait être l'équivalent d'un compagnonnage, mais sur la Polynésie, quoi. Oui. Dans l'esprit, ça peut être ça. Et quel type d'élèves tu peux avoir Tu peux avoir des jeunes gens qui arrivent comme ça dès le départ ou des reconversions, c'est c'est de tout. Comme Esmeralda, ça peut être une illumination et se dire tiens, j'ai envie de faire ça. Et quand j'ai illumination, au sens positif, bien sûr. Ça va être de tout. Moi, j'ai fait des études à l'université, donc j'ai connu le centre des métiers d'art vraiment par hasard. J'ai tenté le concours et dès que j'ai touché au bois, ça a été une passion et aujourd'hui mon métier. Et voilà, il y en a qui viennent se poser des questions, il y en a qui veulent revenir apprendre des techniques pour ramener chez eux. D'autres, c'est des reconversions, d'autres, ils viennent juste de terminer le bac. Donc, ça va vraiment dépendre des années et c'est différent chaque année. Très large, donc. Oui. Esmeralda, quand tu as découvert donc, la sculpture sur le bois, est-ce que tu avais déjà un style ou tu as peaufiné ton style avec le temps ? Nous avons commencé à faire des copies dans des livres, déjà. Et ensuite, on a commencé à faire notre propre marque. Donc, cette baleine avec le petit. Voilà. C'est toujours des animaux ? Vous allez avoir ou des mammifères et avoir d'autres styles ? De tout. On a des tikis, on a des raies, on touche à tout. Et dans des essences de bois différentes à chaque fois ? Oui. D'accord. Théva, de ton côté, donc on chemine, tu es passé du bois à la pierre. Donc là, comme tu disais, c'est plus du tout le même style parce qu'il y a un combat avec la pierre. Comment est-ce que tu choisis justement ta pierre ? En fait, la pierre, pour moi, par rapport au bois, apporte beaucoup plus de possibilités de personnaliser. Pour moi, encore une fois. Hein. Parce que chaque pierre, déjà, je choisis des pierres qui ont une forme naturelle. Un arrondi naturel, un peu comme à des galets sur le bord de la plage. Sauf que là, on parle de plusieurs centaines de kilos. J'ai oublié de préciser que tu travailles sur des pièces monumentales. Hein, donc c'est 50, 60, plus que même kilos. Ah non, 50, 60, c'est fini. Ça, je fais plus ça maintenant. Moi, je passe à plusieurs centaines de kilos, tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Donc, d'accord. C'est du gros, c'est du 1,50 m par 1 mètre. C'est du imposant. Donc ça se travaille très différemment, mais en même temps, justement, le bois ne permet pas d'aller dans ces dimensions-là, à moins d'aller en Amérique avec des bois centenaires. Ici, on n'a pas cette chance-là, à part le marmaru qui a des dimensions. Mais bon, je ne vais pas couper un arbre, surtout que je suis animiste, c'est-à-dire que je considère que chaque chose a une énergie, a son énergie propre, et je respecte ça. Donc couper un arbre, pour moi, c'est... Sauf s'il est mort, c'est ce que je faisais quand je sculptais au Motu, à Bora. Je sculptais les cocotiers qui étaient morts et je leur donnais une deuxième vie. Donc aujourd'hui, la pierre me permet beaucoup plus de souplesse et de liberté dans la création parce que chaque pierre a une forme spécifique, des volumes spécifiques, des dimensions spécifiques et donc même des couleurs spécifiques. Et donc, en fonction de cela, je vais m'en inspirer pour pouvoir créer à chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et c'est justement la pierre aussi, du coup, parce qu'elles sont toutes différentes, qui va me permettre
qui va influencer et qui va jouer aussi avec moi. C'est un partenariat et qui va faire en sorte que le produit fini reste unique et voilà, exceptionnel, un peu seul. Ces pierres de cette taille-là, tu les trouves où? Alors les pierres, on les trouve de cette taille-là, on les trouve surtout chez les professionnels qui font des enrochements, qui travaillent dans les carrières, qui font des terrassements et qui récupèrent des cailloux à ce moment-là. Nous, en Polynésie, on est une île relativement jeune, on est une terre donc relativement jeune par rapport au continent, on va dire. Les continents, l'Italie, la France ou autres, ils ont des carrières de pierre où ils ont toute une montagne dans laquelle ils vont couper des blocs carrés. Nous, on n'a pas ça. Et puis, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait, moi, dans ma démarche, puisque je cherche à toujours mettre en avant et en valeur la pierre au naturel, parce que je considère que la pierre au naturel est très belle déjà à sa base et qu'il faut la laisser naturelle. Et c'est un peu un message subliminal ou pas, enfin, à voir, de garder la nature ou de respecter la nature dès son premier aspect. Et donc voilà, c'est une approche différente et des choix de pierres différentes, le fait que ce soit des pierres qui ont déjà une forme naturelle. Esmeralda et Hihiro, est-ce que vous êtes déjà essayé à la pierre? Oui. Alors, votre ressenti? C'est très, comme il disait, comme Théva disait, il y a beaucoup plus de force. J'avoue que la pierre, c'est pas mon feeling. Disons que quand ça casse, tu peux pas recoller comme le bois. Par contre, c'est un très beau. Je pense que chaque matériau, chaque matière, que ce soit bois ou la pierre ou autre, en fait, est spécifique pour sa matière même. Tu peux la sculpter, tu peux sculpter du papier, tu peux tout sculpter en fin de compte. Ça devient un volume. Après, voilà. Tu as des affinités avec la matière, beaucoup plus sur certaines que d'autres. Quand tu as la pièce alors de bois ou la pierre, tu as déjà une idée? Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez en faire, ou c'est la pièce de bois et la pierre qui vous donne l'idée? Qui de l'œuf ou de la poule, pour faire clair? Les deux, ça va vraiment dépendre, je pense, du moment, de l'état d'esprit. Si je pars de l'objet que je veux reproduire, donc je sais quel bois il faut choisir, dans quelle dimension. Si je m'adapte à la matière, c'est complètement un processus différent. C'est le contraire. C'est comme, voilà, c'est de ne pas dénaturer, de se servir de la forme de la matière et en fait apporter son idée en s'adaptant à la matière. Adaptation. Oui. Et puis, en fonction aussi si c'est une commande ou pas, on va forcément s'adapter. Je pense que c'est pareil d'ailleurs pour toi. Soit vous avez un cahier des charges, soit vous êtes libre. Voilà. Et alors après, de mon côté, par rapport à mon travail personnel, même si j'ai un cahier des charges, je me garde une certaine liberté. Tu veux un espace de liberté pour ta créativité. Voilà, mais bon, ça je l'impose un petit peu, oui. Même aux commanditaires, et c'est ce qui me permet de pouvoir être totalement libre de créer ce qui me plaît, et du coup de pouvoir laisser aussi à la pierre sa part d'investissement et de partenariat avec moi, parce que je vais vraiment m'inspirer des formes. Mais voilà. Et pour toi, comment ça se passe par rapport à ça? Tu as des commandes? Comment ça se passe? Oui, voilà, si nous travaillons aussi la pierre, c'est comme je rejoins ce que tu dis. Pour moi, c'est comme si il y avait cette magie. Elle t'appelle en fait de la sculpter telle qu'elle soit, pas autrement. Je rejoins justement ce que tu dis. Et la notion d'inspiration prend totalement son identité. Quoi. Oui. Très c'est bien. magie. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Hihiro Waitoare, enseignante en sculpture au Centre des métiers d'art et sculptrice. Théva Victor, artiste sculpteur. Et Esmeralda Fournier, artiste sculptrice marquisienne. Janice, tu nous expliques ce qu'est un tiki et ce qu'il représente. Oui, tout à fait. Le tiki en marquisien signifie aussi bien homme, Dieu ou homme-dieu. Et c'est une représentation humaine sculptée de façon stylisée que l'on trouve en Océanie sous forme d'une statue, d'un tatouage ou d'un pendentif, souvent en pierre, en os ou encore en bois. Les premiers tikis sculptés dans la pierre datent du XVe siècle, entre 1400 et 1450. Selon la légende, le tiki serait le créateur de l'homme, l'héritier du mana, et les Polynésiens les vénéraient et surtout les
craignez. Cette statue représente un homme trapu, aux bras repliés, les mains posées sur le ventre et des jambes courtes. Sa tête imposante symbolise la puissance, ses grands yeux le savoir et sa bouche souvent est expressive. De toute dimension, en bois, en pierre ou encore en métaux précieux, chaque tiki possède sa signification, la sagesse, la tendresse ou encore la force. Hihiro, est-ce qu'aujourd'hui, dans la sculpture moderne, est-ce que le tiki a encore sa place, par exemple dans le travail d'été d'un étudiant ou encore dans ton travail personnel? Oui, c'est une base. Après, je voulais revenir sur le tiki. En fait, ils vont être différents par rapport aux archipels. Ils ne vont pas être formés de la même façon qu'un tiki marquisien. Donc, chaque archipel a ses spécificités. Par exemple, les Australes, ce sont souvent, la plupart, à part le dieu Aa, des divinités féminines. Dans l'archipel de la société, ça va être des yeux qui sont enfoncés en dessous le front avec un très gros ventre et de très grandes jambes. Donc c'est différent, il faut connaître ces différences et quelquefois ces ressemblances entre ces archipels, parce que n'oublions pas, les Polynésiens c'était des grands navigateurs et donc voyager d'île en île. Donc il y a quelques ressemblances parfois qu'on peut retrouver sur deux archipels différents. Donc je reviens dans la sculpture moderne. Oui, c'est important parce que disons qu'on vient de quelque part. Donc on a besoin de comprendre, on a besoin de se nourrir, on a besoin de savoir à quoi ces divinités correspondaient. Je prends l'exemple des Gambiers, on a un dieu, le dieu tout, le dieu du Uru, on a Rao, le dieu du curcuma. Donc voilà, ça va être vraiment différent pour que aujourd'hui on se pose la question comment on va se réapproprier. On va pas forcément changer la posture d'un tiki ou complètement le défigurer, je dis n'importe quoi. Mais voilà, il faut un point de départ pour pouvoir s'en détacher et proposer de nouvelles choses. Donc oui, il est important. Le tiki reste la commande la plus populaire, on va dire, si vous avez une commande. C'est ce qu'on vous demande le plus souvent? Oui, souvent. C'est déjà, chez nous au Marquis, c'est déjà un tiki pour se protéger. C'est du mal, voilà. C'est toujours symbolique, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, je ne sais pas comment on dit ça, mais on dit qu'une fois qu'on a installé le tiki, on ne le bouge plus, on n'y touche plus. C'est une réalité? Pas spécialement, on peut le bouger. Question naïve, hein, mais... Je pense que tout dépend du tiki ou du ti. Si il est ancien et qu'on l'a trouvé sur un lieu sacré, je pense que déjà à la base, il ne faut pas le bouger. Ou alors, il faut le bouger avec respect. Comme je disais plus tôt, je suis animiste, c'est-à-dire que je considère que tout a une âme, une certaine énergie, un mana. La pierre, les plantes, les arbres, les animaux évidemment, enfin voilà. Donc quand j'ai commencé à travailler avec les pierres, d'une manière générale, j'ai toujours fait avec respect et avant de choisir une pierre ou de la déplacer, je vais lui demander la permission. Donc, pour répondre à ta question, si on fait les choses avec respect, et c'est la même chose dans la vie avec les humains, d'une manière générale, si on fait les choses avec respect, ça marche toujours beaucoup mieux. Maintenant, il est vrai que nous, dans notre société, dans notre histoire polynésienne, je veux dire, il vaut mieux éviter de déplacer en se disant c'est rien, c'est qu'un morceau de caillou, des éléments qui font partie d'un marais ou qui font partie d'un marquage par rapport à un terrain. Au niveau de la sculpture, est-ce que vous êtes déjà inspiré de styles extérieurs à la Polynésie, que ça soit sur le bois ou sur la pierre? Tout à l'heure, tu parlais des carrières qu'on peut trouver, les plus connues étant en France et en Italie, on va dire, hein, pour simplifier. Oui, bien sûr. Et donc, ils ont une façon, évidemment, de travailler le marbre, si on parle du marbre, qui est bien différente, les veines sont différentes, l'approche est différente. Est-ce qu'il t'est arrivé de t'en inspirer et d'essayer ce style-là sur ce que tu fais ici? Non, pas particulièrement, parce que en fait, ce qui se passe avec un travail en Europe, d'une manière générale, et depuis la Renaissance et tout le reste, ils vont vraiment prendre la pierre comme une matière neutre et
ils vont enlever tout ce qu'il y a à enlever, rarement en laissant la matière première autour. Alors mon approche est légèrement différente. Il est important pour moi de laisser, on va dire, 50% ou plus de la pierre au naturel pour qu'il y ait un aspect pédagogique aussi, une compréhension de quoi on a démarré et ensuite où on va aller. La trace humaine sur la nature, sur la pierre, la partie sculptée donc, reste minime par rapport à l'objet, la matière en elle-même, la pierre, d'une manière générale. Après, par rapport à l'inspiration, évidemment, on regarde ce qui se passe dans les musées, on regarde ce qui se passe à travers à l'international, que ce soit dans l'art contemporain ou dans l'art historique. Vous avez l'œil qui est attiré à la fois, on va dire, techniquement et artistiquement. Voilà, c'est ça, exactement. Aussi bien par rapport à un appel émotionnel de ce que ça peut générer chez nous, que pour le côté esthétique parfois. Oui. Est-ce que votre style a changé avec le temps ? Quand il y a une commande, je comprends, vous allez avoir, donc on parlait d'un cahier des charges, mais est-ce que quand tu es en création, est-ce qu'avec le temps, tu te dis, tiens, maintenant je travaille différemment, j'ai j'allais dire une philosophie du bois ou de la pierre qui a évolué et qui est différente ? Oui, oui, ça change. Ça dépend justement des formes des bois. On travaille le bois, on regarde les veines. Oui, ça change. Ça change, exactement. Est-ce qu'il vous arrive de voir des pièces que vous avez travaillées il y a 20 ans ou 15 ans, les revoir maintenant avec un œil différent ? Disons que la matière ne change pas. Le bois et la pierre, l'inspiration, on est inspiré, pas tout ce qu'il y a, mais les outils évoluent beaucoup. Aujourd'hui, on va utiliser du numérique. Aujourd'hui, en sculpture, au Centre des métiers d'art, on ne taille pas à l'herminette ou à la dent de rat. Ce sont des outils importés. Et donc, tout évolue, les outils. La méthode reste la même, mais il faut aussi savoir que il faut évoluer avec son temps. Il faut s'ouvrir aux techniques. Donc, je ne pense pas que c'est s'inspirer de ce que l'extérieur fait, mais c'est de s'inspirer de la technique. Pour nous aussi, pour atteindre des détails qu'on ne peut pas, qu'il y a 5 ans, on ne pourrait pas, et qu'aujourd'hui, on le peut facilement avec ces outils qui ont été inventés. Et le fait d'avoir cette technicité ne fait pas perdre un petit peu l'essence même et de passer à côté de, je dirais plus de simplicité, mais plus d'authenticité ? C'est très mince la frontière. Après, je vais prendre un travail très fin qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire avec un outil manuel qui est parce qu'il est l'outil traditionnel ne le permet pas. Traditionnel. Alors que le micromoteur, la plus petite mèche qui mesure moins d'1 millimètre et où tu peux atteindre des parties que tu ne pensais pas atteindre, cette évolution de l'outil, elle tombe à pic en fin de compte. Donc il faut s'adapter, il faut connaître ces outils, le numérique, moi j'en m'en sers beaucoup. Aujourd'hui, j'étudie des pièces à travers des fichiers 3D que les livres, que les images me donnaient pas. Ça t'amène une ouverture que tu ne pouvais pas avoir avant. C'est des détails qu'on ne peut pas avoir que sur des livres en images 2D. Donc voilà, il faut utiliser toute cette explosion d'évolution numérique et d'outillage et de technique. D'accord. On est toujours, en fait, en tant qu'artiste, je pense que qui que ce soit ici, on est toujours à la recherche de l'outil qui va permettre d'aller là où notre imagination veut qu'on aille. Donc, on est toujours en train de regarder sur Internet, en train de regarder un petit peu partout pour trouver qu'est-ce que les autres utilisent, comment est-ce qu'ils les utilisent, qu'est-ce que ça va pouvoir permettre d'aller. Moi, je fais beaucoup de visages, mais dans un visage aussi grand soit-il, les détails font faire la différence. Par exemple, l'intérieur de l'œil, c'est quelque chose qui est très profond, qui est difficile d'accès, mais pour autant, il faut que j'arrive à faire en sorte que quand on regarde l'œuvre finale, même si elle fait 1,50 m de haut, eh bien, qu'on soit regardé par la sculpture quelque part, puisque c'est un visage. Oui. Donc, qu'on ait ce retour de regard. Et donc, c'est les détails qui vont faire cela. Et donc, il faut trouver les outils qui permettent d'aller dans ces derniers petits détails de finesse, d'aller dans, alors que c'est de la pierre, par exemple, hein, pour mon cas, alors que c'est de la pierre. Et c'est ce qui probablement fait aussi un peu la différence et qui permet aujourd'hui, tu vois, à amener ce côté. Tu disais tout à l'heure, est-ce que le tiki a sa part dans l'art contemporain ? Moi, que ce soit le tiki ou des éléments de la culture polynésienne, je vais les incorporer dans mon art contemporain pour pouvoir ramener la Polynésie à l'international, là où mes œuvres partent. J'ai envoyé des œuvres un peu partout dans le monde, et là maintenant, on peut avoir cette sorte de fierté de se dire
tu vois, une œuvre de Polynésie avec une part de cette culture, et maintenant en Israël, en Amérique, enfin bon, voilà, un peu partout. Et là, en l'occurrence, c'est des commandes particulières ou quelquefois, c'est on va dire Il y a des de gens tout. qui tombent en arrêt devant une de tes créations ou C'est une de ça. vos créations et qui se disent je la veux. Oui, c'est ça, ça peut être de tout, ça peut être des gens qui ont vu, je pense que ça doit être pas pareil pour nous tous, notre travail par Internet ou par les médias ou par autres et qui nous passent des commandes ou alors qui voient C'est un une coup des de œuvres. cœur Voilà, aussi. voilà, ouais. Ils passent un coup de cœur. Mm. Ils sont attirés. Les artistes que vous êtes, alors quelle est l'œuvre que vous n'avez pas encore faite et que vous voulez faire? Ah, moi, c'est tout de suite une œuvre de 5-6 mètres d'eau. Hein. Moi, je veux faire du balèze, encore plus grosse que ce que j'ai fait pour Donc il faut l'instant. travailler avec nacelle et Il faut tout déjà ça. trouver la pierre. Il faut déjà trouver la pierre. Bon, Donc, quand j'aurai trouvé la peut-être à pierre. l'île de Pâques. C'est vrai. Ah, peut-être, oui. Peut-être Mais- dans des carrières en Europe, justement, puisque Aux Marquises, ils ont beaucoup de pierres de Eh grande oui. taille aussi, donc Oui. ça sera une idée, donc ça serait c'est une Voilà. un possibilité. partenariat à faire. Et pour toi? L'œuvre que j'aimerais faire et que je n'ai pas encore fait, je ne sais pas. J'aimerais faire des œuvres tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas de dimension. Par contre, j'aimerais faire des œuvres fortes dans son sens. Qu'on se retrouve, qu'on pose des questions, qu'on... Qui a un message. Voilà, c'est qu'il y quelque ait un chose qui message, interpelle. qu'on ressent des émotions. amène à la Je- réflexion. voilà, je veux ce genre de... Et toi, Esmeralda? Un énorme tiki mélangé avec l'os, du bois et de l'os. D'accord. Ça, c'est un rêve. Voilà. Bon, bah alors, j'espère que vous pourrez réaliser vos rêves et qu'on aura l'occasion de les voir et de les admirer. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci de nous avoir fait partager Merci. votre passion. Janice, quel est le programme TV sur TNTV ce soir? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h05 votre magazine Yaourana, à 19h35 la première demi-finale de Hot Fridge et à 20h20 Good Singer avec Chris Marquez. Mais demain matin, il faudra se lever tôt pour suivre en direct le match Argentine-Mexique à 5h50. Merci Janice. Bon week-end sur TNTV et à lundi.